Aujourd'hui, Mardi du droit ouvre l'espace du débat avec rigueur et clarté pour poser les termes justes sur un sujet essentiel, intime, mais éminemment juridique, les droits sexuels et reproductifs. Le droit de choisir si, quand et avec qui avoir des relations sexuelles. Le droit à l'information sur la santé reproductive, le droit d'accéder librement aux services de planification familiale ou encore le droit de vivre une maternité choisie et non imposée. Quel est le cadre légal en vigueur au Togo? Quelle protection offre-t-il aux citoyens et citoyennes? Et surtout, comment faire changer les mentalités tout en respectant la loi? Bonsoir à tous. Chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre rendez-vous hebdomadaire juridique sur la télévision Somi. J'espère que vous allez bien et c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des femmes sur ce plateau pour parler de droit. Ce soir, je suis avec Madame Samantha Amdiat Mayaba. Elle est la présidente nationale du mouvement d'action des jeunes mages de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien et vous? Merci, ça va. Merci d'avoir accepté de nous parler de ces droits que nous préférons souvent taire. Merci beaucoup également pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ce plateau. Alors, ce soir, nous parlons de ces droits-là, ces droits sexuels et reproductifs que la plupart des citoyens ignorent, si je peux le dire ainsi, ou tout simplement préfèrent ne pas en parler. D'accord? Et dites-nous que recouvrent exactement ces droits sur le plan juridique. Merci beaucoup. Avant même de parler de ce que regorgent ces droits, nous allons nous expliquer encore une fois ce qu'est le droit sexuel aujourd'hui. Et partant de là, nous allons prendre tout simplement le droit humain. Quand on parle de droit humain aujourd'hui, ce sont l'ensemble des droits qui sont reconnus pour un être humain, indépendamment de son genre. Et tout comme les droits sexuels, lorsque ces droits humains-là ont trait à la sexualité, nous parlons alors de droits sexuels reproductifs. Et au plan juridique également, c'est un état de bien-être d'un individu, indépendamment de son genre, de son ethnie, voilà, de sa classe sociale et tout. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de droits sexuels et reproductifs au plan national, c'est le document légal, si je peux le dire ainsi, auquel nous nous référons. C'est la loi SSR, c'est la loi portant sur la santé sexuelle et reproductive de 2016, voilà. Et dans cette loi-là, nous avons tout un panoplie de droits qui sont reconnus à chaque individu en termes de sexualité. Et lorsqu'on parle de droits sexuels aujourd'hui, il y a plusieurs droits qui sont référés. D'abord, nous avons le droit à l'éducation. D'abord, je ne vous coupe pas, mais là, vous parlez sur le plan national et à l'international. Alors, comme nous prenons au plan international, nous avons déjà la Charte africaine des droits de l'homme également, dans lequel c'est stipulé. Nous avons également le protocole de Maputo aujourd'hui qui parle aussi des droits sexuels et reproductifs. Nous avons la déclaration de l'IPPF qui est la Fédération internationale pour la planification familiale, voilà, également qui en parle de ces droits-là, qui d'ailleurs a 10 droits bien définis en matière de SSR. D'accord. Et est-ce que l'ATBF est membre de cette organisation internationale-là? Effectivement, l'ATBF aujourd'hui est membre de l'IPPF. L'ATBF fait aujourd'hui, je peux le dire, c'est 50 ans aujourd'hui. Et donc, ça fait plus de 45 ans aujourd'hui que nous sommes membres de l'IPPF. D'accord. Joyeux anniversaire à l'ATBF en passant. Merci beaucoup. Alors là, vous étiez en train de parler maintenant des droits sexuels. Voilà. D'accord, oui. Alors là, je vais prendre ça dans la globalité pour ne pas dire qu'au plan national seulement, parce qu'il y a des choses qui se répètent également quand on prend l'international. Et il faut également souligner que quand on prend le plan national également, c'est à travers les accords que le Togo a eu à signer au plan international. Quand je prends la ratification au protocole de Maputo, surtout relative au droit à l'avortement sécurisé. Donc, ce sont ces droits-là également qui sont référés au plan national. Et donc, comme je le disais, le premier droit sexuel. Voilà, sexuel que nous, en tant que jeunes et adolescents surtout, nous vulgarisons auprès de nos pères, c'est le droit à l'information. Le droit à l'information sur la santé reproductive. Exact, le droit à l'information. Donc, l'information ne doit pas être un sujet tabou ou sinon un truc que l'on doit cacher à quiconque parce que tout le monde a droit à l'information, peu importe sa classe
Il y a également l'éducation, parce que quand on parle d'information, cela se greffe également à l'éducation. D'où aujourd'hui plusieurs plaidoyers qui sont vraiment menés dans ce sens-là pour favoriser ce droit-là, pour que les jeunes et adolescents puissent jouir pleinement de ce droit. Alors, indépendamment du droit à l'information, il y a également le droit d'association. Le droit d'association aujourd'hui, c'est ce droit-là qui permet à chaque individu d'appartenir ou non à une classe sociale. Nous avons également un droit, le droit de décider de se marier ou non, le droit de décider de fonder une famille si l'on veut ou non, si oui, avec qui et quand nous voulons le faire. Donc, il y a également ce droit-là qui est aussi reconnu à chaque être humain selon la déclaration de l'IPPF. Alors, nous avons également d'autres droits, plein de droits qui viennent s'y agraffer. Quand on se réfère également à la loi SC, nous avons le droit à la contraception. La contraception aujourd'hui, c'est un droit fondamental qui est reconnu à chaque individu au Togo. Donc, encore une fois, il ne doit pas avoir de limite à la contraception et aux services nécessaires de qualité. À partir de quel âge? Alors, quand on parle de droit à la contraception aujourd'hui, il n'y a pas de limite parce que le droit à la SSR, au service nécessaire aujourd'hui, c'est indépendamment de l'âge. Quand on prend les enfants, les personnes du second âge et tout ça, là, tout le monde a droit à l'information de la même manière que tout le monde a droit à l'information et aux services. Bien évidemment, quand on parle de services, il y a plusieurs services quand on parle de la SSR surtout. Et voilà, nous avons plusieurs services en termes de SSR. Déjà, l'information fait partie des services qu'on offre aux adolescents et jeunes. La contraception aujourd'hui, nous avons plusieurs méthodes contraceptives et tout. Et donc, lorsqu'une personne veut accéder à ces services de méthodes et tout ça là, aux méthodes contraceptives, ça fait également partie de ses droits. Nous avons également les services en termes de counseling. Le counseling également, ça prend tout ce qui est adolescents et jeunes surtout, je m'accentue là-dessus, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adolescents, lorsque nous sommes confrontés aux problèmes, que ce soit en termes de gestion de nos cycles menstruels, parce que ce n'est pas indépendant, ce n'est pas excepté de la SSR, lorsqu'en tant qu'adolescents et jeunes, nous faisons face à une grossesse, voilà. Ou à la puberté. Exactement. La puberté également, qui est une phase vraiment, nous savons très bien, chamboulante, si je peux le dire ainsi, pour chaque adolescent. Et donc, nous pouvons nous référer aux services en termes nécessaires au niveau des organisations, tout comme la TBF, et aussi des points qui ont été mis en place par le ministère de la Santé pour pouvoir avoir ces services de counseling et échange avec les experts de ce domaine. D'accord. Tout de suite, quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, on a toujours tendance à se référer à la femme et les hommes dans tout ça. Est-ce que les hommes n'ont pas accès à ces droits sexuels et reproductifs? Bien évidemment, raison pour laquelle d'entendre lorsque je définissais bien évidemment tout ce que nous appelons droits sexuels, je suis partie de droits humains. Et quand on parle de droits humains, il n'y a pas une histoire de sexe féminin. Aujourd'hui, je me dis, si l'on parle plus de femmes, c'est parce qu'on se rend compte que selon les statistiques qui ont été données, les femmes sont plus les personnes auxquelles les droits sexuels sont bafoués surtout. Et donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on parle toujours de femmes et surtout en termes de genre. Et donc, les hommes ne sont pas acceptés. Tout le monde fait face à des difficultés en termes de SSR et tout le monde a le droit d'être écouté. D'accord. Là, un des points les plus sensibles aujourd'hui, souvent débattus, concerne l'avortement, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. C'est ça le terme. Oui. Les IVG, qu'en est-il en droit togolais? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que tout jeune a le droit à l'IVG? Est-ce que, tout citoyen peut jouir de ce droit? Alors, je dirais, est-ce que je vais dire non? Oui, parce que il y a des restrictions. Il y a des restrictions, donc je dirais non. Par dire que tout individu a droit à un avortement sécurisé, soit à une interruption volontaire de grossesse. Ce n'est pas légal au Togo. Maintenant, lorsqu'on se réfère encore une fois à la loi SCR, il y a un cadre légal qui a été mis en place pour favoriser cela. Et c'est 3 conditions qui ont été posées au Togo selon la loi SCR. D'accord, lesquelles? Nous avons la première condition dans laquelle ça met en danger la vie de la mère. C'est-à-dire lorsque la femme enceinte... C'est une grossesse à risque. Voilà, c'est lorsque c'est une grossesse à risque. Et dans un second temps, c'est lorsque c'est issu d'un viol ou de l'inceste. D'accord. Lorsque une personne est violée, qu'elle tombe grosse malheureusement, donc elle a droit au service d'avortement sécurisé pour interrompre cette grossesse-là.
Et nous avons également la troisième condition, c'est lorsque l'enfant naître présente une malformation. Donc, lorsque l'enfant naîtra, aura des malformations graves surtout. Donc, dans ces trois conditions-là, l'avortement est autorisé. Mais au-delà de cela, l'avortement n'est pas autorisé au Togo. Merci. Alors, nous poursuivons. Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour accéder aux soins de santé sexuelle et reproductive? En termes de difficultés, on ne cessera pas de le dire. Je dirais dans un premier temps, ce sont les tabous. En tant que jeune que je suis aujourd'hui, un jeune lambda, je vais dire plutôt, qui décide d'avoir accès aux services, d'avoir recours aux services nécessaires aujourd'hui, la première des choses qui se dit en tête, est-ce que lorsque je vais aller dans ce centre-là, à la sortie, personne ne saura? Voilà. La question de la confidentialité. Si la question de la confidentialité pose problème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des tabous. Parce que si aujourd'hui, il n'y avait pas ces tabous-là qui entourent le sujet, un individu, un jeune peut se lever et dire « Ah, je vais juste prendre je dois pratiquer cette méthode contraceptive, ça, j'ai besoin d'accès au service de méthode de contraception. Donc, je m'en vais dans tel centre pour y avoir accès librement. » Mais malheureusement, aujourd'hui, les jeunes cachent cela, ce qui est vraiment déplorable. Et cela est dû au tabou culturel, religieux et tout qui entoure le sujet. Donc, quand je sors de ce cadre religieux et tout ça, là, il y a aussi les dispositions. Parce que quoi qu'on dise, la situation culturelle est là, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Ce qui me ramène encore à parler de la question de la confidentialité. C'est ce qui entrave l'accès aujourd'hui aux services nécessaires, surtout au niveau des adolescents et jeunes, en matière de confidentialité. Il y a aussi tout ce que nous appelons les infrastructures adéquates. Lorsqu'on se retrouve aujourd'hui dans les établissements, dans les milieux extrascolaires, il n'y a pas de points focaux spécialisés nécessaires. Il n'y a pas de cabinet de consultation pour ces jeunes-là, donc cela entrave. Au-delà de ça, il y a aussi les heures d'ouverture au niveau de certains centres où, voilà, si moi, jeune, je vais à l'école et que je sais que c'est à 17 h que je quitte l'école et que c'est à 17 h que le centre ferme, à quel moment j'aurai accès à ces services? Sachant très bien qu'il y a aussi les samedis où on nous fait comprendre que, voilà, on fait juste une demi-journée. Or, souvent, nous avons des TP ou carrément, voilà, il y a des TD à l'école où d'habitude, même c'est le samedi matin là que j'essaie de faire le ménage, je lave mes habits et tout ça. Donc, c'est l'après-midi et le dimanche que les jeunes sont vraiment disponibles pour avoir accès à ces méthodes, soit à ces services-là. Et donc, il y a également ces freins-là. Mais quoi qu'on dise, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises par les organisations de la société civile, à l'instar de l'ATBF, avec le Centre d'excellence jeunes qui est vraiment mis en place pour être à l'écoute des jeunes et qui est également ouvert les samedis. Et surtout à travers la ligne verte également qui est là. Je pense qu'on va en parler peut-être après. La ligne verte, c'est quel numéro? C'est le 88-28. 88-28. Voilà. Là, j'appelle et j'ai tous les renseignements. Exact, c'est une ligne verte, donc pas besoin de crédit ou du budget pour le faire. Et comment le droit gère-t-il le consentement sexuel? Voilà. Alors, je dirais que le consentement, c'est l'une des choses qui n'est pas vraiment explicitée dans les droits. Lorsqu'on cite les droits, on ne va pas dire, voilà, droit au consentement. Voilà. Mais c'est un droit qui ressort à chaque fois parce que ça conditionne tous les autres droits. Dans le sens où, qu'est-ce qu'un consentement aujourd'hui? Un consentement, c'est lorsque deux personnes décident de passer à un acte sexuel. Quand je parle de acte sexuel, pas forcément un rapport sexuel, même le toucher, ça fait partie des actes. Voilà, les caresses, tout ça, là, ça fait partie. Donc, c'est lorsque deux individus en commun accord décident cela. Et ce qu'il faut noter également en termes de consentement, c'est que le consentement n'est pas définitif. Il peut être interrompu à tout moment. Donc, durant le rapport sexuel, c'est avant, pendant et après. Donc, durant les trois phases-là, une des parties peut décider de mettre fin, dire non, stop, et donc le consentement est rompu. Dans certains cas également, il faut des conditions pour que le consentement soit vraiment valable. Quand je prends le cas d'une personne en état d'ivresse, qui est sous des stupéfiants, sous l'alcool et tout ça. Il n'est pas dans son état normal. Il n'est pas dans son état normal. Donc, on ne peut pas dire en ce temps-là que la personne a consenti. Ce n'est pas normal, ce n'est pas valable. Dans un second temps également, nous avons les mineurs. Oui, les mineurs. Un mineur aujourd'hui, lorsque la personne a un rapport sexuel, on ne peut pas venir nous dire que, en tant que mineur, la personne a un état de décider si elle veut, oui ou non, avoir des rapports sexuels ou non. Voilà, donc il y a vraiment de ces conditions-là qui doivent être réunies pour qu'on parle de validité de consentement. D'accord. Et quelles réformes seraient nécessaires aujourd'hui au Togo pour mieux protéger ces droits? Alors, moi, je pense que la première des choses, c'est la vulgarisation. La vulgarisation. Oui. Si aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas que j'ai été victime d'un viol, cet acte-là qui a été posé à mon endroit, c'est un viol ou bien c'est une violation à mes droits, c'est qu'il y a encore un souci d'information. Donc, on doit vraiment retourner à
ce droit fondamental là, qui est l'accès à l'information. Donc, c'est la vulgarisation, non seulement de la loi SCR au niveau du Togo, mais également de ces lois-là au plan international qui protègent les droits sexuels. Et au-delà de la vulgarisation, c'est de faire le suivi, surtout en termes de dénonciation. Lorsque mes droits sont violés et que je dénonce, comment est-ce que le suivi est fait? Parce que si à côté de moi, une personne dénonce une violation de ses droits et que ça n'a pas été respecté, d'ailleurs que ce n'est pas facile à chaque individu de dénoncer la violation de ses droits sexuels. Déjà, nos droits fondamentaux, mais on n'arrive pas à les défendre. Ce n'est pas un droit sexuel que une personne aura cette aisance-là de pouvoir dénoncer. Et que lorsque la personne le fait et s'en rend compte qu'elle n'a pas eu gain de cause, aucune procédure n'a été vraiment enclenchée pour pouvoir lui donner justice, ça affecte en même temps ses proches, les personnes qui le côtoient, même si la personne également se retrouve dans ce cas, elle se dit non, qu'est-ce que cette personne a fait, qu'est-ce que ça a donné, c'est pas moi qui vais y aller. Et quand on prend en compte également toute cette stigmatisation, quand je prends le cas d'une viol, où la jeune fille dénonce et qu'elle n'a pas gain de cause, ce n'est pas une seconde fille qui ira dénoncer parce que ce n'est pas facile dans ce genre de cas. Voilà. Donc, il faut également s'assurer également que ces droits-là soient respectés à tous les niveaux, que ce soit même dans les établissements scolaires, extrascolaires. Vous parler de l'éducation sexuelle. Exactement. Oui, l'ESC, ça fait partie également, je peux dire, des dispositions qu'il faut prendre. Avec la TBF aujourd'hui, il y a une phase d'essai pour l'intégration de l'ESC dans les établissements, mais ce n'est pas encore effectif sur le plan national et tout. Je pense également, ce sont les plaidoyers que nous, jeunes et adolescents, nous menons pour que ça puisse être vraiment disponible. Parce qu'à travers l'éducation sexuelle complète, on se dit que chaque jeune aujourd'hui, surtout les adolescents de la tranche d'âge, quand on prend les jeunes, 14, soit 10 déjà Voilà, 10, à partir de 10 ans, voilà, jusqu'à 24 ans minimum. Ce sont des gens qui sont au primaire, au secondaire et voilà, au lycée. à l'université. Voilà. Et également, la majorité du temps que nous passons, c'est soit dans ces centres-là, soit c'est que je suis dans mon centre d'apprentissage, soit je suis à l'école. Donc, on n'a pas vraiment tout le temps d'être à la maison. Le temps que nous passons à l'école, donc c'est vraiment de disponibiliser l'éducation sexuelle complète dans ces différents centres d'apprentissage et également en milieu scolaire. Au-delà de tout, c'est également revenir à l'éducation de base. L'éducation de base, elle est très importante. C'est-à-dire depuis la maison. Exact. Ça, c'est le rôle des parents. Voilà. Parce que quoi qu'on dise, les parents, si vous ne nous éduquez pas, l'environnement externe, elle est là. Et vous savez très bien que voilà, la rue, comme on le dit, la rue, la rue va s'en charger de notre éducation sexuelle. Ce que nous ne souhaitons vraiment pas parce qu'on ne sait pas quelle information la rue porte. Et surtout avec l'avènement du numérique, ce n'est pas toujours évident d'avoir les bonnes informations sur le net. Donc, c'est de commencer déjà l'éducation de bas âge, de telle sorte que lorsque ton enfant écoute une information à l'externe, même à l'école, que revient te dire, papa, maman, aujourd'hui, notre tata nous a dit ça, tu avais dit ceci. Est-ce que ça coïncide? Et de là, l'enfant, lorsque l'enfant grandit... Parce que l'enfant a les deux éducations. Voilà. Donc, elle se sent beaucoup plus confiante, soit il se sent confiant en matière de ses droits. Et je pense que c'est vraiment important et surtout primordial. D'accord. Et quand on parle de vivre une maternité choisie et non imposée, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, une maternité choisie. Déjà, quand on parle de la notion du choix, le choix, il est là. Et le choix part d'une planification, d'où peut-être la notion de la PF. Lorsque je choisis d'être maman, lorsque je choisis d'être parent, voilà, c'est que j'ai pris toutes mes dispositions nécessaires pour pouvoir prendre tous les risques qui entourent, parce que ce n'est pas facile. Quand on parle de maternité, tout ce qui entoure, que ce soit au plan psychologique d'abord, au plan biologique, est-ce que mon corps lui-même, il est prêt à concevoir? Est-ce que mon corps est prêt à subir des transformations? Exactement. Donc tout ça, là, c'est des répercussions, tant sur le plan économique que psychologique. Donc, ce sont des choses qui se planifient. Maintenant, quelque chose qui m'est imposé, au niveau des adolescents, c'est beaucoup plus récurrent. Au niveau des adolescentes, surtout, parce que la personne se retrouve peut-être gosse, la personne ne sait pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même 4 mois. Certains même se sentent surprises par les cas. Il y a des parents même qui ne sont pas informés de la grossesse de leur enfant jusqu'à 6 mois de grossesse. Et ça, c'est très grave. Et donc, lorsque l'enfant se retrouve dans ce genre de conditions, il ne peut plus avoir de IVG et tout ça là. Parce que ça ne correspond même pas ce n'est pas dans le cadre légal. Même si c'est issu d'un viol et que ce n'est pas dénoncé. Lorsque les 22 semaines, 24 semaines passent
c'est qu'il ne peut pas avoir également d'IVG. Il y a vraiment des conditions. Et donc, c'est de vraiment prendre des dispositions pour respecter cela. Et au-delà de ça, lorsque je reviens aussi à la maternité imposée, c'est quelque chose qui n'est pas planifié. Donc, ça m'est tombé tout brusque. Peut-être même que j'ai mal calculé mon cycle. Je pense que ça vient également au niveau des femmes, même des femmes, que ce soit au foyer, Au foyer, tout ça, là, oui, exactement. oui. Lorsque ça tombe sur la personne, que la personne n'a pas planifié, ou carrément, voilà, je viens de débuter un travail, mon contrat vient d'être voilà, signé et tout ça là. Chose qui n'est pas normale. Mais malheureusement, la société nous a fait comprendre que voilà, lorsque tu tombes grosse, en début de contrat, donc tu dois forcément ne pas tomber enceinte et aller dans ton boulot en tant que tel. Donc, je peux dire, selon moi, c'est la différence que nous pouvons faire entre les deux. D'accord. Et parlons de femmes au foyer. Voilà, une femme est dans son couple, ils sont légalement mariés. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut encore parler de violation de droits sexuels et reproductifs? Oui. Dans quel cas? On peut toujours parler de violation. Je vais prendre d'abord le cas où la femme ne consent pas à un rapport sexuel. Lorsqu'une femme ne consent pas, c'est pas parce que vous êtes marié, et c'est vice-versa. Très souvent, quand on dit la femme, parce que les statistiques nous ont montré que c'est sur la femme. Donc, on essaie de sensibiliser pour vraiment avoir un équilibre. Sinon, il y a également des hommes qui peuvent être dans le cas. Maintenant, est-ce qu'ils dénoncent? Pour l'interrogation. Il reste vraiment à savoir. Donc, c'est pas parce que nous sommes mariés qu'il ne peut pas avoir violation à mes droits sexuels et reproductifs. Donc, dans le cas où la femme ne consent pas, soit parce qu'elle est fatiguée et tout, et que l'homme exerce une force, déjà ça c'est une violation. Et qu'est-ce qu'on préconise très souvent? C'est un dialogue, c'est une négociation. Ah, aujourd'hui je me sens pas bien, et puis on s'entend. Parce que après tout, nous sommes un couple. Si nous avons décidé d'être ensemble, c'est qu'on doit se comprendre sur tous les plans. Exactement. Et le second plan également, dans des exemples où les droits peuvent être violés, c'est le droit aux méthodes contraceptives, soit à la PF. Justement, parlons de ça. Oui. C'est très courant maintenant qu'après l'accouchement, voilà, on propose immédiatement à la femme une méthode contraceptive. Mais vous ne pensez pas qu'on devrait d'abord en parler aux hommes? Alors, est-ce que ce sont les services qui proposent ça directement à la femme lorsqu'elle vient d'accoucher, ou c'est la femme elle-même qui en demanderait? Ça va. Parce qu'il y a des femmes même qui ont témoigné, qui ont fait des témoignages selon lesquels les hommes ne les autorisent pas à avoir recours à ces méthodes-là. Et simplement des pilules ou des injectables, bref, peu importe la méthode, il y a des hommes qui ne sont pas d'accord par rapport à ça. Sachant très bien qu'étant en couple, la minorité vont accepter d'utiliser le préservatif. Et si moi je viens d'accoucher, l'enfant n'a même pas encore fait 9 mois, 1 an, ce n'est pas évident d'avoir en même temps une seconde grossesse. D'où nous parlons de l'importance de la PF. Et quand on parle de la PF, ce n'est pas aujourd'hui que la PF a commencé. La planification familiale. Oui, la planification familiale n'a pas commencé dès aujourd'hui. C'est quelque chose même, c'est une méthode il y a des méthodes archaïques que les parents utilisaient jadis pour pouvoir espacer les naissances. Et il est vraiment important d'espacer les naissances. Bien sûr, on peut concerter notre partenaire vis-à-vis de ça, ce qui est vraiment normal et qui est bien, ce qui est conseillé. Mais il y a certains cas, comme je le dis, il y a des hommes qui ne vont pas accepter cela. Je prends l'exemple même du cas d'une jeune femme qui a eu des grossesses comme ça simultanées. Et après analyse, on lui a fait comprendre que si elle prend encore une grossesse, si elle tombe encore grosse, sa vie risque d'être en danger. Dans ce genre de cas, de vous en moi, si un homme dit non, ne fait pas recours à une méthode contraceptive, c'est une violation d'abord de tes droits. Mais est-ce que c'est quelque chose que l'on doit tolérer? Je pense que consciemment, nous tous devons avoir ce genre de réflexion. Parce que ça met déjà ma vie en danger. Et ce n'est pas parce que toi, tu veux encore un enfant que moi, je vais risquer ma vie. Donc, ça fait partie des violations de droits qui existent. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais ça existe. On n'en parle pas assez. Ça existe vraiment. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les prestataires font des propositions. Elles n'imposent pas. Quand tu viens d'accoucher, bien sûr, on te propose, voilà, il y a telle méthode pour l'espacement de naissance. Et maintenant, c'est à la personne de choisir. Ce n'est pas une imposition. Si la femme dit non, le prestataire ne peut rien parce que ses compétences se limitent à là, à faire des propositions, à conseiller, le counseling et tout ça là. Maintenant, on laisse à la personne de faire son libre choix. D'accord. Là, on revient aux violations, puisqu'on a parlé du droit à l'information, le droit d'avoir recours à une méthode contraceptive. Oui. Le reste?
Voilà, comme je l'ai dit, il y a également le droit de consentir ou non. Parce que lorsqu'on cite les droits, même quand on prend la déclaration de l'IPPF sur les 10 droits en matière de CC qui ont été énumérés, il y a le consentement qui n'est pas clairement énoncé. Donc, comme je l'ai dit, le droit d'accepter d'avoir oui ou non des rapports sexuels, c'est un droit et tout le monde doit le reconnaître. Chose qui n'est pas vraiment respectée au niveau des adolescents et jeunes, raison pour laquelle nous aimons toujours revenir là-dessus. Donc, en tant qu'adolescents, nous avons le droit de décider d'avoir des rapports sexuels ou non. Pas pour faire plaisir aux partenaires, mais parce que nous-mêmes, nous voulons passer à l'acte et consciemment, nous voulons le faire. Et surtout, ce qui est vraiment recommandé, c'est de se protéger, surtout lorsque nous sommes adolescents et jeunes. D'accord. Et quels sont les recours possibles en cas de refus de soins ou de discrimination liée aux droits sexuels et reproductifs? Ok, je pense en cas de discrimination ou de violation, voilà. En cas de, parce que quand on parle de discrimination aujourd'hui, la discrimination, elle est là. Déjà, même que nous-mêmes, il y a l'autodiscrimination qui existe, voilà. Et la discrimination, c'est beaucoup plus dans les centres, selon les témoignages qui ont été sortis. Et dans le sens où quand une femme, je le dis encore parce que lorsqu'une femme se rend dans une pharmacie pour payer un préservatif, un fémidome, voilà, fémidome ou une pilule, et tout ça là, le regard qui est posé sur la femme, ce n'est pas le même que lorsqu'un homme rentre dans une pharmacie. Pourquoi? Malheureusement, c'est ce qui est dit, c'est la société. C'est la société qui nous a fait croire que quand on parle d'accès au service SSR, ça concerne beaucoup plus les hommes que les femmes. Voilà. Parce que la femme, non, c'est l'homme qui doit se protéger et nous tous, on est sauvés. Or, le droit, quand on parle de droit, il n'y a pas de genre, tout le monde a accès au service. Maintenant, en termes de violation, lorsque nos droits sexuels sont violés, il y a plein de mécanismes qui ont été mis en place aujourd'hui pour pouvoir dénoncer la violation de ces droits-là. Je commence toujours par tout ce qui est notre ligne verte, le 8828, parce que je me dis que c'est un truc qui est vraiment accessible et que nous pouvons dénoncer facilement la violation de nos droits. En dépit de cela aussi, il y a le recours. Je dis 8828 parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, de quelque part à un plus quand même pour pouvoir appeler et dénoncer. Maintenant, ça c'est beaucoup plus confidentiel et ça protège. Au-delà de ça, nous encourageons également à se diriger vers les commissariats, les services, voilà, la police et tout ça là qui est proche pour pouvoir dénoncer ce genre de cas. Il y a également les mécanismes que l'on peut saisir, tels que la TBF, les ONG, autant pour moi, la TBF qui peut être saisie pour ce cas de violation. Il y a également WILDAF qui est là également qu'on peut saisir. Il y a également Plan aussi qui milite dans ce sens-là. Donc, lorsqu'il y a vraiment cette violation-là, on peut faire recours à ces différents mécanismes-là pour pouvoir dénoncer la violation de nos droits. D'accord. Merci. Je reviens encore sur les hommes. Parce que j'aime bien défendre les hommes. Est-ce que les hommes aussi ont droit à une méthode contraceptive ici au Togo? Bah, bref, on peut dire que les hommes, il n'y a pas assez, si vous me dites qu'il n'y a pas assez de méthodes, oui. Mais tout le monde a le droit d'avoir recours à une méthode contraceptive. Mais sauf qu'aujourd'hui, domine, voilà. Le préservatif et la vasectomie. La vasectomie. Oui, la vasectomie qui sont propices au sexe masculin actuellement. Et bien évidemment, on préconise vraiment qu'on ait à l'avenir plus de méthodes également pour les hommes, indépendamment du préservatif et aussi de la vasectomie. Parce qu'après la vasectomie, on ne peut plus concevoir. Donc, c'est ça, ce sont ces deux droits-là. Sinon, tout le monde a droit au service. Et quand on parle de contraception, c'est juste les deux méthodes qui sont disponibles. D'accord. Merci beaucoup, Madame Samantha Amdiat Mayaba. Je rappelle, vous êtes la présidente nationale du mouvement d'action des jeunes mages ATBF. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers téléspectateurs? Alors d'abord, je tiens à remercier Pyramide TV pour l'invitation. C'est tout un honneur pour moi d'avoir partagé ce plateau à côté de l'animatrice Fredos. Alors, merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et s'il y a un mot que j'ai vraiment à leur endroit, c'est d'aller à l'information. Certes, aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui font l'effort de répandre l'information en matière de CCR, mais nous pouvons également aller à l'information. Et aujourd'hui, grâce au numérique, il y a plein de possibilités.
Il y a aussi le site e-learning de l'ATBF où vous avez accès à des cours sur l'éducation sexuelle complète. Il y a tout concernant les 7 modules de l'ESC qui figurent sur le site e-learning atbf.org. Il y a également l'application Info Ado Jeune de l'ATBF qui est toujours là, téléchargeable sur Play Store. Vous pouvez télécharger l'application. Il y a tout ce qui concerne la SSR et ce qui est bien également là-bas. Nous avons une web TV et à travers la web TV, il y a des thématiques qui sont abordées telles que le consentement, la contraception, la virginité, la puberté également. Et surtout, il y en a qui sont en langue locale qui peuvent vraiment vous permettre de comprendre davantage. Également pour mes sœurs, ou également pour tout le monde, hein, s'il n'y a pas une affaire de genre. Il y a également tout ce qui est suivi du cycle menstruel à travers le calendrier. Donc, n'hésitez pas à aller vers ces différents sites-là pour pouvoir avoir d'amples informations en ce qui concerne la SSCA. Protégeons-nous, protégeons nos droits. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Samantha Mdiat Mayaba, la présidente nationale du MAJ ATBF. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. J'espère que le message est passé. Protégez-vous, protégeons-nous parce que nous devons protéger nos droits à la santé reproductive. Allons à l'information sur la santé reproductive et jouissons pleinement de nos droits. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro.